Bien le bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Voici les titres. La période de retrait des cartes d'électeurs est ouverte. Elle est comprise entre le 12 octobre et le 17 novembre, date du scrutin. Une information donnée par la Direction générale des élections conformément aux dispositions du Code électoral. Et puis le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise prend le contre-pied du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Pour les membres de ce collectif, les 44 agents licenciés l'ont été de manière abusive. Face à la presse, ils ont donc interpellé les autorités. Et puis beaucoup d'élèves au Sénégal ont repris le chemin des cours depuis le 7 octobre. Le contraste est réel. À Ourossidi, c'est dans le département c'est dans le Ferlo, où des écoles donc restent fermées en cause d'un déficit d'enseignants. Les précisions de notre correspondant Amadou Oumar Diallo à suivre dans cette édition. 4-0, c'est le score final du match entre le Sénégal et le Malawi. Les Lions de la Teranga ont traversé les flammes sans égratignure. Pour le coach intérimaire de l'équipe nationale du Sénégal, cette large victoire était une nécessité. Bonsoir et bienvenue dans cette principale édition de la soirée. En vue des législatives anticipées et conformément aux dispositions de l'article 1er alinéa 2 du décret du 13 septembre 2024 portant convocation du corps électoral, la distribution des cartes d'électeurs va se faire du 12 octobre au 17 novembre sur le territoire national et à l'étranger. Des distributions qui vont s'effectuer au niveau des commissions administratives instituées dans les communes et à l'étranger, dans les représentations diplomatiques ou consulaires. Une information rappelée par la Direction générale des élections dans un communiqué parvenu à notre rédaction, bien sûr. Et puis le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise fait le point sur les 44 agents récemment licenciés au ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Face à la presse ce matin, ces membres ont également évoqué les difficultés rencontrées par certains agents de l'administration. Ils invitent ainsi l'État à trouver des solutions durables à ces différentes situations. Le compte rendu est signé Ndiogu Faye et Seleman Diallo. Le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise est en colère contre le nouveau régime. Omar Dramé et ses camarades dénoncent la mise en cessation d'activité depuis le mois d'août dernier de 44 agents du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Face à la presse, le collectif revient par ailleurs sur les revendications mises sur la table du gouvernement. Vous n'êtes pas censé savoir que depuis l'année dernière, nous avons une plateforme revendicative qu'on a mise sur la table du gouvernement. C'était avec l'ancien régime. Parmi ces revendications, il y a 8 points que véritablement nous avons mis sur la table. Nous estimons que les interministériels sont lésés par rapport à l'inéquité sur le traitement salarial. Il y a aussi la question des chauffeurs de l'administration qui réclament depuis lors leur prime de prudence. Il y a aussi les conditions de Diamniadio et les conditions au niveau des services déconcentrés. Plusieurs points essentiels ont été abordés au cours de cette conférence de presse. Le représentant du collectif des 44 agents licenciés du ministère de l'Énergie et du Pétrole et des Mines déplore les conditions de licenciement de ces agents. Ça devient de plus en plus compliqué pour nous. C'est des pères de famille, c'est des mères de famille, comme je l'ai toujours dit, et des soutiens de famille également, qui sont en train de vivre des injustices dans leur propre pays. Étant donné que le slogan majeur de campagne, si vous voulez, du nouveau régime, c'est de faire du Djoubol Djoubanti. On ne peut pas comprendre qu'on en soit vraiment à ce niveau-là. Le coordonnateur du collectif des agents contractuels invite l'État à revoir la situation des travailleurs. Selon lui, la suppression de certains contrats pourrait renvoyer plusieurs responsables et pères de famille au chômage. Si on supprime les projets et programmes, comme l'a dit dans le principe pour ne pas rationaliser, pour rationaliser, en même temps on supprime des salaires de milliers de travailleurs qui, lorsqu'on se fie à l'étude de l'ANSD, qui aujourd'hui l'ANSD a montré que chaque ménage compte autour de 6 à 7 personnes. Si on agrège le nombre,
on arrive facilement à 10 000 ménages qu'aujourd'hui qu'on mettra dans une solution de précarité par la simple et bonne raison qu'on a supprimé le revenu primordial, ou bien le revenu premier de ces personnes, à savoir son salaire. Le collectif prévoit d'adresser une correspondance au gouvernement pour dialoguer et trouver un consensus. Et si les autorités ne répondent pas favorablement à leurs demandes, ils n'écartent pas de passer à la vitesse supérieure. Plus de 50 millions de francs CFA dépensés pour des billets d'avion et des receveurs qui ne versaient pas l'argent des billets de transport vendus. C'est la situation que le nouveau directeur de Dakar Demdik a hérité. Hassan Bang, qui a dénoncé cette situation en conférence de presse, a insisté sur une mauvaise gestion de la société de transport public laissée par ses prédécesseurs. Suivant tout cela, ou les détails, bien sûr, avec Amingoma. L'attente était longue. Après 3 heures de débat houleux, dont on pouvait même entendre les échos à l'extérieur, le directeur général de Demdik a révélé les dettes contractées par l'ancienne équipe de la société qu'il qualifie de mauvaise gestion de ses prédécesseurs. Une hausse du personnel passant du simple au double, entraînant une augmentation de la masse salariale de près de 60%. Alors, la convention de cession prévoit au titre des obligations de l'État le paiement 43 316 000 en faveur de Innosoft. Un autre montant de 351 689 000 a été dépensé de gré à gré en mars 2021 pour l'acquisition de 13 véhicules pick-up et 3 véhicules 4x4 chez CFAO. Une société dénommée TK Export en 2021 a fait l'objet d'un règlement de 100 millions de francs CFA, plus de 661 millions et de 443 millions. Alors, et aucun document attestant de la nature du lien juridique entre cette dernière TK Export et TK Export n'a été établi. À cela s'ajoute plus de 50 millions de francs CFA dépensés pour des billets d'avion par l'ex-directeur général, sans compter le montant de carburant utilisé au profit des directeurs. Financiers. Idem pour les billets d'avion où, sur une seule période, on voit que c'est à 57 millions de dépensés cumulés en billets d'avion. Et quand on a fouillé sur les factures, on est tombé sur une facture où on nous a dit tout simplement billets d'avion estimés à 35 ou 37 millions, je ne sais plus. C'est-à-dire, si on fait le cumul, le DG recevait ses 500 litres, ensuite un autre 1000 litres et un autre 300 litres pour véhicule pool destiné au directeur général. Il a également été question des paiements digitaux non versés par les receveurs. Point. Pour le mouvement des receveurs, pour en revenir à nos amis les receveurs, ces derniers aujourd'hui sollicitent une prime de 50 000 francs liée à leur outil de travail, le téléphone, mise à leur disposition pour faciliter leur travail. Des contrôles inopinés sur le retard des versements ont été effectués et démontré que 25% en moyenne parmi eux sont concernés par des irrégularités de versement. Je constate qu'ils détiennent et cumulent des versements, ce qui constitue une faute grave. Le directeur de Demdik promet une transparence dans la gestion de l'entreprise et s'engage à régler les dettes de Demdik. Et puis le gouvernement doit laisser aux institutions dédiées le soin de faire le travail d'audit de la gestion des affaires publiques. C'est selon l'expert en droit humain Souleymane Sané. Après la sortie du Premier ministre Ousmane Sonko accompagné de quelques membres du gouvernement, l'analyste estime ainsi que le gouvernement a déjà trop exposé les dossiers de la République sur la place publique. Une démarche qui, selon lui, risque d'entraver le Djoubel-Djoubanti prôné par le régime en place. Souleymane Sané, que nous écoutons, joint au téléphone par Alioune Sow. Ils en ont trop parlé. Maintenant, ce qu'il faut, c'est laisser les institutions faire le travail. Tout le monde a des présomptions qu'il y a eu beaucoup de choses. Quand on sent qu'il y a beaucoup de problèmes de gestion et confort et qu'on ait mis une institution pour maintenant faire le toilettage, mais on laisse à cette institution le soin de faire son travail et de publier
parce que sinon on va rester à une situation de politisation de ce débat. Alors que maintenant on a dépassé ça. Tous les Sénégalais lambda qui suivent la gestion de nos ressources, je veux dire la bonne gouvernance ou la gouvernance de nos ressources, ont des présomptions ou bien sont convaincus qu'il y a eu beaucoup de dérapages financiers, etc. Beaucoup de choses qu'on a laissées là, et ils sont confortés par le fait que le régime précédent reconnaissait qu'il y avait des problèmes, mais qu'il mettait le coude dessus. On attend maintenant qu'ils enlèvent le coude dessus, et on a mis une institution qui va se charger de ça, juridique. Maintenant qu'on laisse cette institution faire le travail, sinon ça va être un discours politique. Mais s'ils parlent trop, finalement, la peur est que la montagne va accoucher d'une souris. Parlons à présent de tout à fait autre chose. Près de 829 millions à destination de plus de 6000 familles. C'est ce que le projet de réponse à l'insécurité alimentaire va contribuer dans le département de Linguère. Il s'agit là d'une initiative du gouvernement pour participer à la justice et à l'équité sociale. La ministre de la Famille et des Solidarités a présidé la cérémonie de lancement des opérations de paiement via les transferts monétaires. L'écoutons justement. Le projet que nous lançons aujourd'hui à Linguère n'est pas un simple programme d'assistance. En effet, les résultats issus du cadre harmonisé CH 2023 montrent que la consommation alimentaire des ménages est inquiétante pour la période octobre-novembre-décembre 2023. À travers le Fonds de solidarité nationale et avec l'appui de la Banque mondiale, différents mécanismes de réponse aux chocs sont en train d'être déroulés. Avec ce projet, 6140 ménages vulnérables représentant 55 260 personnes bénéficieront d'un soutien financier direct sous la forme de transferts monétaires d'un montant de 135 000 francs par ménage. Ce soutien est bien plus qu'une somme d'argent. Il incarne l'engagement du gouvernement à protéger nos concitoyens des risques liés à l'insécurité alimentaire, particulièrement en cette période marquée par des défis climatiques, économiques et sanitaires de plus en plus complexes. Le montant global alloué à cette intervention dans le département de Linguère s'élève à 828 900 000 francs. Cela représente un investissement significatif dans la protection des familles les plus vulnérables, renforçant ainsi notre tissu social face aux multiples chocs auxquels elles sont confrontées. Arrêtons-nous un moment sur le secteur éducatif. Quelques jours après la rentrée scolaire dans la commune de Ouro-Sidi, c'est dans le Ferlo, des écoles restent fermées, un fait qui est essentiellement dû à un déficit d'enseignants dans la zone. Le maire, qui a d'ailleurs soulevé la question, a été rassuré par l'inspecteur de l'éducation, nous dit Amadou Mardiallo. Ubitei Djangatei est loin d'être respecté dans la partie du Ferlo de la commune de Ouro-Sidi. Une dizaine d'écoles gelées à cause d'un déficit de personnel enseignant et d'effectifs. Une question soulevée par l'édile de Ouro-Sidi lors de la remise de la dotation scolaire aux 29 écoles du périmètre communal. Alors, actuellement, nous avons 29 écoles primaires, mais il y a certaines écoles quand même qui sont gelées au niveau du Ferlo. Et je suis en train de lutter pour quand même qu'on les remette en marche. Ça, c'est un slogan pour moi. C'est un défi que nous devons mettre en place. Il y a surtout Mbouyel, l'école de Mbouyel. Je suis en train de lutter aussi pour que maintien. Les représentants de l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Canel rassurent les maires sur la situation des écoles du Ferlo. Nous sommes dans une zone de départ d'enseignants. Vous savez, le Fouta est un laboratoire pédagogique et didactique. Ça, il faut le reconnaître. Beaucoup d'enseignants ont fait leurs armes ici. Il y a un encadrement de qualité. Nous sommes une zone où nous savons ce que signifie l'éducation. Donc, on ne peut pas jouer avec ça. Et rassurez-vous, nous allons nous battre pour que toutes les écoles fonctionnent, comme on l'a toujours fait. Pour la rentrée scolaire 2024-2025, l'équipe municipale de Ouro-Sidi a décaissé un montant de 13 millions francs CFA pour la dotation scolaire des 29 écoles fonctionnelles de la commune. Un geste salué par l'autorité territoriale de la localité.
Nous quittons le nord pour le sud où plus de 50 hectares de culture de chanvre indien d'une contre-valeur de plus de 2 milliards de francs CFA ont été détruits dans le nord Xinjiang, une démarche qui s'inscrit dans le cadre d'une opération d'envergure lancée par l'armée, une branche de cette ambition de rétablissement donc de la sécurité dans la zone sud du pays, à Ziguinchor, à Sanba. Le 7 octobre 2024, l'armée a lancé une opération majeure dans la zone de Djibidjon, Djei, Djondji, Massaran, Balabassène et Nialé, considérés comme le cœur de la culture de chanvre indien dans le nord Xinjiang. Cette initiative vise à combattre le trafic de chanvre indien et de bois, qui a pris des proportions alarmantes. Cette opération s'inscrit dans un contexte de retour progressif des populations déplacées par le conflit, qui subissent les conséquences de l'expansion de la culture de chanvre indien. En effet, cette pratique a non seulement privé les agriculteurs de leurs terres, mais a également poussé de nombreux jeunes à abandonner l'école pour s'engager dans cette activité lucrative, exacerbant ainsi les enjeux sécuritaires, notamment dans cette zone frontalière avec la Gambie. En réponse à la demande de la population pour une intervention sécuritaire, l'armée s'est engagée à détruire tous les champs de chanvre indiens, neutraliser les éléments armés et interpeller les trafiquants. Cette opération, dirigée par le bataillon de commando et soutenue par le 25e bataillon de reconnaissance et d'appui, a déjà permis de détruire plus de 50 hectares de culture, représentant une valeur de 2 milliards de francs CFA. L'armée se dit déterminée à protéger les terres des populations et à relancer les activités licites, tout en luttant contre l'expansion d'une économie criminelle aux conséquences socio-économiques et environnementales dévastatrices. Merci Hassan Ba pour toutes ces informations. Et puis le prix du meilleur média sénégalais, c'est pour très bientôt. L'initiative vient de la Maison de la Presse. Son directeur l'a fait comprendre en marge d'un panel portant sur l'avenir de la presse au Sénégal, une table ronde organisée par Africactu qui s'est tenue donc ce matin. Les détails, c'est avec Mamkoumba Seya. Un prix Babacar Touré va être organisé par la Maison de la Presse pour choisir le meilleur média au Sénégal. L'annonce a été faite par Sambou Biagui lors du panel intitulé « Avenir de la presse au Sénégal, défis et opportunités ». Oui, le prix Babacar Touré récompense le média le plus performant, le média qui répond aujourd'hui aux exigences actuelles, c'est-à-dire le respect des dispositions légales, c'est-à-dire la prise en charge des travailleurs, des journalistes, des reporters, des acteurs des médias dans les rédactions. D'autres projets sont aussi mis en place sous la directive du président de la République, d'après le directeur de la Maison de la Presse. Le CIMA, c'est le Salon international des médias d'Afrique. Ça va dans le siège justement de ce sujet d'aujourd'hui, l'avenir de la presse. L'avenir de la presse nationale et internationale sera débattu à l'occasion de ce CIMA. C'est le Salon international des médias d'Afrique. C'est une première en Afrique, c'est une première au monde, mais l'Afrique sera au Sénégal, le monde sera au Sénégal. La représentante de l'Association des femmes de médias du Sénégal est revenue sur le rôle des journalistes. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes menacés. Il faut oser le dire. Il y a des menaces internes comme externes. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, on peut aussi parler de la désinformation, fake news, etc. Mais tout ça, nous avons notre responsabilité à jouer. Nous avons un rôle à jouer dans tout ça. Si nous restons et demeurons des journalistes, si nous respectons les règles de base, informer juste et vrai, ne pas porter le combat du militantisme, rester juste des journalistes, je pense qu'on va battre tout ça et on va gagner. L'avenir de la presse, un sujet qui préoccupe les acteurs des médias. Mais aujourd'hui, le gouvernement semble vouloir améliorer la situation à travers des initiatives d'encouragement pour une presse libre mais responsable. Parlons de sport à présent. Je vous rappelle d'abord le score. Le Sénégal a battu hier le Malawi par 4-0. Le sélectionneur de l'équipe nationale de football par intérim s'est réjoui donc de la large victoire des Lions. Papouna Thiaw estime que l'équipe avait besoin de s'imposer de cette manière pour mieux aborder son prochain match. Papouna Thiaw que nous écoutons au micro de Seikou Seydi et Serine Salioudema. Début de match difficile face à un bloc bas qui était vraiment solide. Bon, après, une fois qu'on a eu un carton rouge, ils sont plus regroupés derrière. Voilà, c'était pas du tout facile. Mais après,
à la mi-temps, une fois qu'on met le premier but, à la mi-temps, j'ai demandé aux joueurs d'être patients et de faire tourner le ballon pour essayer de trouver les failles. Et ils l'ont bien fait et c'est quelque chose vraiment de bien. Et cette équipe avait besoin de ça. Voilà, après, il nous manquait juste un but, moi, que je retiens sur ce match, qui nous ferait passer premier du groupe. Mais bon, après, on a un match à jouer mardi. Maintenant, il y a des choses à corriger. Voilà, et il y a eu des très très bonnes choses. Et il faut féliciter aux joueurs. Ils ont respecté les consignes et c'est quelque chose de bien. Je me suis entretenu parce que quand même, quand tu prends une équipe, c'est important de s'entretenir avec les joueurs, faire des entretiens individuels. Bon, je les ai parlé de mon projet, de ce que je voulais. Voilà, moi, mon projet se base beaucoup sur un jeu à l'offensif et à la perte, être vraiment le premier joueur près du ballon, être là pour harceler et cadrer. On essaie de récupérer ou pousser l'adversaire à faire une faute technique et je pense qu'ils l'ont bien réussi. C'est sûr, on va me dire que l'équipe du Malawi, voilà, il n'y a pas assez de qualité, mais je pense que c'est une bonne équipe, solide. Donc voilà, et ils l'ont bien fait et je trouve que c'était quelque chose de bien. En revue d'effectifs, je pense que par rapport au système que j'ai mis en place, donc j'ai mis des joueurs que je pensais, parce que quand même un entraîneur, juste tu mets en place quelque chose pour voir si ça marche. Après la mi-temps nous sert à changer. Donc on a mis, surtout la première mi-temps, on a vu qu'en Formose Mendy, qui était plus joueur à vocation défensive, et Habib Diarra, qui pouvait plus nous apporter, même si ce n'est pas un latéral, mais on a vu que ces derniers temps, il nous a beaucoup dépanné là-bas et il a montré de très 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 belles choses. Et c'est donc cet élément sport qui marque le point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs.